Yaurana Kotounui, bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Depuis les 2 dernières décennies, les métiers de l'informatique sont de plus en plus recherchés. Il y a des formations locales qui permettent de s'y préparer. Découvrons les chemins pour se former et réussir dans ce domaine d'avenir avec Sébastien Chabrier, responsable licence informatique à l'UPF et vice-président en charge du numérique pour l'UPF, Yarana. Yarana. Evans Boll, responsable de l'école Canea. Yarana. Franck Andrès, enseignant au lycée Diadème dans la licence BTS SEO Services informatiques aux organisations. Yarana. Et enfin Teremou Maro, cofondateur de l'école de codage Scuda. Yarana. Sébastien, comme je l'ai dit dans l'introduction, pourquoi est-ce que ces métiers de l'informatique sont de plus en plus recherchés? Je sais que la question est vaste, elle est large, mais comment on pourrait le résumer? L'informatique est présente partout à l'heure actuelle, ne serait-ce que dans notre poche avec nos smartphones. Et du coup, les métiers de l'informatique ont énormément évolué. Et c'est un domaine très très vaste. Et le métier de l'informatique a changé par rapport au métier de nos parents ou de nos grands-parents qui pouvaient choisir un métier pour commencer leur vie professionnelle et finir avec ce métier dans la même entreprise. Et à l'heure actuelle, l'informatique, on doit beaucoup changer d'entreprise pour évoluer, pour avoir une carrière qui évolue. C'est des choses, c'est pas si trivial que ça. Au début de mon émission, j'ai dit ce domaine d'avenir. Est-ce que c'est le bon terme? Est-ce que c'est un domaine en plein essor, d'avenir, en développement? C'est totalement un domaine d'avenir. Il n'y a que de nouvelles branches dans l'informatique qui sortent au quotidien. Il n'y a qu'à voir toutes les innovations avec l'IA qui vont faire évoluer tous les domaines, pas que l'informatique, dans les années à venir. Evans, de ton côté, tu as ouvert l'école Canea. Bon, une preuve que l'informatique, le codage, la programmation attire aux Fénois. Oui, en fait, il y a une véritable demande et pour rebondir sur ce que Sébastien disait plus tôt, en fait, on a vraiment énormément de domaines et nous, on est dans une toute petite spécialité qui est la créativité numérique finalement, qui permet de créer des logiciels pour le jeu vidéo, pour les films d'animation, le cinéma et voilà. Donc, il y a une demande encore pour cet aspect créatif aussi. Donc, c'est pour ça que finalement, avec Canea, on a réussi à attirer pas mal d'étudiants pour notre toute première année, quoi. Et en parlant de ces étudiants, on t'avait déjà reçu sur le plateau, mais comment est-ce que ça se déroule avec eux? On se rend compte qu'il y a des petites pépites? Oui, quand même. Franchement, c'est assez surprenant. On a 40 étudiants qui, de base, n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine du jeu vidéo, du dessin, de la 3D ou de la programmation. Et en fait, on a une pédagogie assez intensive qui fait que finalement, on découvre assez rapidement des pépites, des jeunes qui ont déjà une certaine logique et qui arrivent à développer des choses assez facilement après seulement 2 mois de formation, quoi. Donc, je me tourne vers toi, Franck. Ce sont des domaines qui sont accessibles aux adolescents, donc on va dire à peu près à partir de 16 ans jusqu'aux jeunes adultes. C'est ça, aujourd'hui, on peut préparer dès le baccalauréat la spécialité numérique et sciences informatiques. Donc, et après le baccalauréat, donc dans l'éducation nationale, on a donc le brevet de technicien supérieur qui se fait à bac+2. Donc, on commence à 16 ans et donc on a des étudiants qui ont jusqu'à 21, 22, 24 ans parfois. Une question de génération, on va dire. Est-ce que les jeunes sont plus adaptés, on va dire, à ces nouveaux modes de travail? Oui, ils sont adaptés. Et on est sur des domaines complexes, donc ça demande aussi des aptitudes particulières, d'être capable de traiter plusieurs choses en même temps, des intrications entre différents domaines. Donc ça demande effectivement de la concentration aussi. Plus adapté, je dirais même plus familier. Finalement, Teremou, c'est même accessible aux plus petits. Ouais, exactement. En fait, comme Sébastien a dit, on est tous confrontés au numérique et particulièrement nos enfants. Donc, ils ont une certaine envie en fait d'aller plus loin. Et avec notre structure, on a voulu en fait leur faire découvrir ce qu'il y avait derrière en fait leur écran. Donc, des gens qui réfléchissent, qui posent des idées et qui créent. Tout simplement. Aujourd'hui, on accueille à partir de 9 ans. Mais c'est vrai que cette jeunesse-là, elle est particulièrement intéressée et intéressante parce que justement, ils veulent développer, ils veulent créer. Bien sûr. Et donc, on leur donne les moyens de le faire. Par contre, ça arrive que des jeunes adultes, voire des trentenaires, quadragénaires qui ont envie de se lancer dedans. Et la seule chose qu'il leur faut, c'est beaucoup de volonté,
d'abnégation et de résilience aussi, parce que c'est pas évident. Quand tu fais face à un bug, tu as souvent envie d'abandonner, surtout quand tu passes 1 à 2 heures dessus, voire plus. Voilà. Alors, on va développer un petit peu. Scouda, c'est quoi? Ça consiste en quoi? C'est de 7 à 77 ans? Alors non, nous, on accueille à partir de 9 ans. Pourquoi à partir de 9 ans? Tout simplement parce que à partir de cet âge-là, l'attention, il est beaucoup plus large. Hein. Sur des âges moindres, on va être rapidement happé par d'autres choses. Et à partir de 9 ans, en tout cas chez nous, on a décidé de leur faire découvrir le numérique dans son sens le plus large. Donc on passe de la création de sites internet à la création de petits jeux vidéo, du design, de l'animation via du pixel art, pour leur montrer en fait que le numérique, il est large et on a besoin de profils, de compétences partout. Et tout le monde ne peut pas être partout, tout simplement. Et donc, entre 9 ans et 15 ans, on leur fait découvrir tout ça. Et petit à petit, ils se font une idée de qui ils veulent être, qu'est-ce qu'ils veulent être en tant que professionnels, entre guillemets, du numérique. Et c'est là qu'à partir de 15 ans, on commence à spécifier les apprentissages sur de l'application mobile, sur de l'application web. J'utilise peut-être des termes un peu techniques, on pourra peut-être en revenir dessus. Bien sûr, bien sûr. Mais on va avoir des gens qui vont gérer de la donnée, des data scientists, etc. Avant de rentrer dans les détails sur tous ces termes que tu nous as donnés, Franck, dans la même idée, qu'est-ce qu'on découvre dans le BTS SEO au lycée Diadème? Alors, il y a en fait le BTS SEO, il y a 2 options, donc c'est important de le citer. Et donc, il y en a une qui est faite au Diadème, c'est l'option développeur d'applications, on crée des logiciels. Et il y a une autre option qui est faite au lycée Lamennais, à Papeete, qui, elle, prépare donc des administrateurs ou administratrices, bien sûr, de systèmes et réseaux. Et de ton côté, à l'UPF, Sébastien, c'est quoi le contenu de la licence informatique? Alors, le contenu de la licence informatique est assez vaste, parce qu'il a fallu faire face au contexte économique local. La licence a 2 gros objectifs, soit de poursuivre des études, soit d'arrêter les études et d'aller directement travailler. Donc il a fallu jongler avec les 2. Et localement parlant, la majorité des entreprises ont besoin un petit peu de couteau suisse, de personnes compétentes en informatique, mais couteau suisse qui connaissent un petit peu tous les domaines. Du coup, dans les 3 premières années, on apprend de tout, de la programmation, de l'algorithmique, du réseau, du système d'exploitation, des bases de données, histoire d'avoir une du base, web, finalement. pour avoir une base la plus solide possible. Et après, les étudiants, s'ils souhaitent se spécialiser, ils vont pouvoir se spécialiser en école d'ingénieur ou en master 1, ou partir travailler localement et se spécialiser là où ils vont travailler avec ce dont ils auront besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que une des catégories de métiers auxquels on prépare, c'est le métier de développeur, qui est à mettre en face du métier de programmeur. Un développeur, c'est un petit peu un architecte de logiciels, un petit peu comme l'architecte des maisons, et le programmeur serait plutôt le maçon. Donc nous, en tant que développeurs, ils ont besoin, nos étudiants, d'avoir des connaissances transversales dans tous les domaines pour pouvoir piloter les projets et gérer des projets à 500 000 lignes de code, 1 million de lignes de code, des choses comme ça. Finalement, vous offrez plusieurs cordes aux arcs des étudiants pour s'adapter à l'offre et à la demande dans le monde du travail ici en Polynésie française. Et qu'en est-il? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes par rapport aux professions autour de l'informatique? Au niveau professionnel, je suis en contact avec énormément de professionnels. Il y a beaucoup de demandes. Un des inconvénients qu'il va y avoir, c'est que le niveau licence est un niveau... Alors, c'est un inconvénient et un avantage. C'est un niveau reconnu internationalement. Du coup, on attend un certain niveau de nos étudiants et le taux de réussite, il n'est pas de 100%, il est de l'ordre de 50% par an, grosso modo. Du coup, il faut vraiment beaucoup travailler pour réussir. Et du fait qu'on a un taux d'échec assez important, on a proposé quelque chose pour faire une passerelle vers d'autres formations ou d'autres métiers au niveau de l'université depuis cette année, ce que l'on appelle des CU et des DU, certificats universitaires et diplômes universitaires, qui sont spécialisés dans certains domaines. C'est une approche par compétences de toutes nos formations. J'ai indiqué qu'on balayait toutes les compétences,
Du coup, un élève qui va être performant en programmation mobile, il aura par exemple un DU en programmation mobile. Et il pourra le faire valoir soit pour partir dans le métier, dans le monde professionnel, soit pour essayer d'intégrer une école spécialisée en programmation mobile. Ça me permet une transition parfaite avec l'école Canea, ou en tout cas plus généralement, Evan, c'est ce qu'il faut pouvoir partir à l'étranger obligatoirement, ou on peut avoir un diplôme ici reconnu et pouvoir bosser directement. Oui, alors je pense que ça dépend des domaines. En fait, nous, Canea, on délivre une licence informatique parcours de jeux vidéo du CNAM qui permet en fait d'aborder les 3 compétences principales de la créativité numérique: l'image, le code et le son. Donc nos étudiants, on les forme à la polyvalence. Chaque semaine, ils ont des projets. C'est une pédagogie par projet qui est axée sur un cahier des charges qu'on délivre aux étudiants, un cahier des charges sur un projet qu'on pourrait leur donner en tant que professionnels. Par exemple, la semaine dernière, on les a formés à la visualisation architecturale. On leur a donné un plan fait par un vrai architecte, avec les côtes et tout le reste. Les étudiants ont appris à modéliser ça en 3D pour ensuite faire de la visualisation qui pourrait servir à des architectes locaux. Et on les forme aussi à la programmation informatique, notamment le Python, le C++ pour créer des jeux. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a besoin de partir pour avoir une licence? Non, il y a l'UPF, il y a les BTS et il y a aussi Canea qui délivre une licence. Et ensuite, pour la suite des études, on recommande souvent aux étudiants soit de partir en master, soit de faire des masters à distance. Parce que dans le domaine du jeu vidéo, ce qui est vraiment sympa, enfin, en tout cas de la créativité numérique, le jeu vidéo, l'animation 3D, des choses comme ça, il y a beaucoup de diplômes qui fonctionnent en remote. Tu peux travailler depuis Tahiti, te former depuis Tahiti pour avoir un diplôme reconnu et ensuite travailler dans l'industrie du jeu vidéo ou du film qui, pour le coup, sont des industries qui acceptent beaucoup le travail à distance. Les entreprises à Paris recrutent pas mal de développeurs de jeux vidéo un peu partout dans le monde et nous, on est peut-être une petite dizaine de développeurs à travailler pour ces studios-là depuis Tahiti, quoi. Ce qui est intéressant dans tes propos, c'est que tu nous parles de jeux vidéo et tu as dit en début d'année, je suis allé voir sur les articles que tu as réalisés, que le jeu vidéo, ce n'était pas une addiction, mais une passion qui t'a mené jusqu'à la thèse. Est-ce qu'il faut avoir un attrait particulier pour certains domaines, des capacités, avant même d'avoir une base, des capacités de réflexion ou de logique En général, dans le numérique, souvent, ce qu'on demande, c'est de la logique. Finalement, il faut savoir être logique, il faut savoir résoudre des problèmes. Je dis souvent à mes élèves que finalement, un informaticien, quelqu'un qui travaille dans le numérique, c'est quelqu'un qui peut prendre un gros problème et le casser en plusieurs petits problèmes qu'il peut résoudre. Et au final, c'est un peu ce qu'on attend de nos étudiants. Bien sûr, c'est une compétence qui peut se développer au fur et à mesure. Ça nous arrive d'avoir des élèves qui n'ont aucune appétence pour la science même, mais pour la logique. Et on arrive à développer cette appétence au fur et à mesure, à force de les mettre devant des réels problèmes qu'ils doivent résoudre au fur et à mesure, tout simplement. Comment est-ce qu'on développe finalement cette logique et, comme tu disais, cette appétence pour le domaine quand ce sont des enfants, Térémou? En fait, c'est assez simple parce que chaque être humain est confronté à des problèmes et l'idée, c'est de leur permettre d'avoir un recul sur le problème. Et comme Evans le dit, en fait, c'est manger l'éléphant à petites bouchées. Donc, on va décomposer la chose de sorte à ce qu'on dit, OK, tu as un petit problème là que tu peux résoudre qui est à hauteur de ta compréhension, de tes compétences, et tu vas le faire petit à petit. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte, en fait, que tu as réussi à résoudre tout le problème. Et souvent, en fait, ce qui est important, c'est que, et puis on le voit dans l'humanité, c'est que tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut être aidé. Dans notre pédagogie, en complément de ce qu'Evan disait, on utilise beaucoup du peer learning. On va s'aider des camarades qui savent le faire. Et parce qu'ils vont échanger entre eux, en fait, ils vont trouver des solutions, ils vont trouver des alternatives. Peut-être ils auront une manière d'expliquer qui sera différente exactement, aussi. Exactement. Et ce qui est génial dans le peer learning, c'est que la personne qui va aider, elle va venir confirmer ses connaissances, elle va devenir meilleure jusqu'à arriver à un stade d'experts, entre guillemets. Et ce genre de choses, on le vit non seulement dans notre métier de formateur, mais notre métier aussi de développeur, mais on le vit dans tous les jours, à chaque jour de nos vies, on est confronté à des problèmes, il faut arriver à les résoudre. Sébastien ? Oui, je voulais juste rebondir par rapport à l'université pour les prérequis. Nous n'avons pas besoin de prérequis pour intégrer la licence informatique à l'université, même s'il existe l'option NSI au lycée. Cette option va faciliter le fait de passer notre licence informatique, mais quelqu'un qui a aucun prérequis, qui a aucune base en informatique, pourra suivre la licence informatique. Le seul truc, comme ce qui a été dit précédemment,
c'est qu'il faut une certaine appétence pour l'informatique, un intérêt pour cette matière. Je dis même, moi, une passion. C'est nos étudiants les plus passionnés qui réussissent le mieux. Alors justement, on va revenir sur ça, c'est cette passion, cette appétence pour le domaine, puisque en entendant tes mots, ça donne entre guillemets presque l'impression que c'est accessible à tout le monde. Pourtant, j'ai déjà essayé le codage, peut-être pas avec la bonne plateforme, j'ai pas trop réussi. Finalement, est-ce que tout le monde, peu importe son âge, peut s'y intéresser, peut en ressortir grandi avec ces formations-là? Tout le monde peut s'y intéresser. Il existe des outils très très accessibles aux tout petits, comme le langage Scratch par exemple. C'est de l'informatique, mais sous forme très graphique, très visuelle. Et adapté, je suppose, on se tourne vers toi, Térémon. Oui, alors effectivement, les outils sont adaptés aux catégories d'âge. Je ne vais pas parler de catégories d'âge parce qu'en fait, l'être humain est tellement complexe qu'en fait, ça va dépendre de pas mal de choses. Ce qui va être important, c'est de mettre l'outil qui convient à sa manière d'apprendre. Juste pour rebondir à ce que Sébastien disait, effectivement, c'est accessible à tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de former un cuisinier, une esthéticienne. Aujourd'hui, ils sont informaticiens. On a un de notre équipe d'ailleurs qui était cuisinier. Aujourd'hui, il fait que du code. Et avant, il mangeait de la nourriture. Aujourd'hui, il mange du code, il mange du code. Tous les jours. Ouais. Et justement, oui, tu veux réagir, Sébastien? Bien entendu, par rapport à ça, au début, c'est des choses très simples. Mais du coup, on construit des fondations. Puis petit à petit, on met les murs. Et puis, on va faire grandir la bâtisse. On va faire grandir l'apprentissage au fur et à mesure des 3 années. Donc, il y a des niveaux qui augmentent jusqu'à atteindre le niveau requis à l'international. Alors, à vous entendre, ça nous donne envie, et peut-être à nos téléspectateurs, de s'investir dans ce genre de formation. Franck, ça prend à peu près combien de temps pour se former à ces métiers? Alors, on a des formations très courtes qui se font sur des stages intenses d'une dizaine de semaines, par exemple. Mais en général, on considère qu'il faut au moins 2 ans. Mais avec l'évolution, aujourd'hui, en BTS, c'est un bac+2, hein. On conseille de faire 1 année de plus pour consolider ses connaissances. C'est un domaine où il faut être persévérant, qui est difficile, qui est passionnant, bien sûr. Et donc voilà, il faut avoir envie de faire, je dirais, au moins 3 années. On en a parlé un petit peu tous ensemble, mais finalement, les débouchés, c'est lesquels? Ici en Polynésie, hein, je parle bien ici en Polynésie, même si on peut travailler en télétravail avec l'étranger. Ici en Polynésie, c'est quoi les débouchés? Alors j'ai regardé les stages qu'ont fait mes étudiants pour voir un peu. Donc il y a des entreprises de services numériques. Il y en a apparemment pas mal sur le bassin. J'ai eu des étudiants en stage aussi sur des entreprises normales, donc qui ont un service informatique. Donc les aéroports, les affaires maritimes, ce genre de choses, les banques aussi, bien sûr. Et également dans les administrations, comme la caisse de prévoyance sociale et autres. Tu nous as parlé de stage. Tu peux nous développer pour qu'on puisse savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, et bien devant ton micro, s'il te plaît. Donc pour les stages, il y a donc en BTS 2 stages, un en première année qui dure 5-6 semaines et l'autre en deuxième année. On fait durer 6-7 semaines en général. Et voilà, donc ce sont des stages en entreprise, pratiques, où ils ont une mission générale avec un petit projet à résoudre. En parallèle, ça se passe aussi de la même manière à l'UPF, Sébastien? Il y a aussi des stages en entreprise? À l'UPF, c'est ce qu'on appelle une formation initiale. Notre formation, c'est pas une formation continue, mais nous avons quand même intégré un stage du fait du contexte local pour permettre aux étudiants de découvrir ce monde et de leur permettre d'avoir un contact et de partir dans cet univers. Les débouchés au niveau de la licence informatique sont très très vastes. C'est toute entreprise locale qui a un service informatique pourrait embaucher un de nos étudiants. Toutes les SS2I, les entreprises de services qui vont développer quelque chose pour une entreprise vont pouvoir faire appel à un de nos étudiants, même si l'idéal serait quand même de poursuivre jusqu'à un Master 2 ou un diplôme d'ingénieur. À l'heure actuelle, il faut savoir que ce Bac+5, c'est quand même un gros sésame qui débloque certaines grilles de salaire qui sont bloquées par le Bac+3. Faisable ici, ce Alors master? ce Bac+5, malheureusement, il n'est pas faisable ici, mais on a des partenariats, par exemple, avec des universités en France. Par exemple, on envoie régulièrement des étudiants en master en alternance en France
qui reviennent ici travailler, des entreprises qui embauchent ces étudiants pour pouvoir poursuivre la suite de ça. Et juste pour finir, la licence informatique débloque aussi l'accès à tous les concours de catégorie A. Je vois que Teremou voulait réagir. Oui, en fait, en complément de ce que disaient Franck et Sébastien, un des débouchés possibles également en Polynésie, et puis on le voit en fait en Europe, c'est l'entrepreneuriat. En Europe, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui viennent de la technologie, du numérique, qui s'associent avec du marketing pour créer des startups, des entreprises qui créent des outils, des applications qu'on utilise nous-mêmes en Polynésie. Mais effectivement, là, ça va demander d'autres compétences qui ne sont pas forcément présentes chez tous, mais l'ouverture, elle est quand même là. Alors, je vais terminer, je pense, l'émission avec une question. On fera le tour de vos réponses pour conclure. J'aimerais parler de l'IA. On est obligé, ça prend une expansion phénoménale ces dernières années. Est-ce que ces métiers sont voués à disparaître, à changer, à se développer? On va commencer avec Evans. À mon sens, je pense que ça va de 1 s'accélérer, dans le sens où, mine de rien, si on prend l'IA comme un outil, on arrive à optimiser notre rendement. Ça va aussi beaucoup évoluer. Donc déjà dans le domaine du jeu vidéo et du cinéma d'animation, on commence à voir de plus en plus l'utilisation des IA. Bien sûr, il y a un aspect polémique dans l'utilisation des IA qui n'est pas à négliger justement, mais malgré tout, ce qui est bien, notamment par exemple pour donner un exemple concret, récemment nous avons formé nos étudiants au Python et à la programmation informatique avec Python, et donc en fin de projet, on leur a montré comment utiliser ChatGPT pour avoir un professeur personnalisé qui est capable de répondre à des questions que tu pourrais avoir sur le sujet. Bien sûr, il faut prendre ça comme un outil. ChatGPT n'a pas la science infuse, mais ça permet d'optimiser l'apprentissage des étudiants qui n'auraient pas compris certains concepts et tout. Et voilà, ça peut compléter la recherche sur Internet finalement. Franck, rapidement? Eh bien, je confirme, effectivement. On l'utilise de plus en plus dans nos enseignements, y compris comme professeur assistant, des fois j'ose dire, avec des résultats plus ou moins bons, mais quand l'étudiant pose ses questions, il peut avoir des éléments personnalisés aussi de réponse. Donc ça, c'est intéressant. Et nous, en tant que développeurs, on s'en sert également pour être plus efficace dans notre production, en fait. Et Teremou? Moi, je dirais que ça va effectivement transformer en fait les métiers qu'on a aujourd'hui. On va en voir de nouveaux. On va avoir des métiers qui vont être beaucoup plus efficaces. Pour certains d'entre eux vont disparaître parce que les IA vont pouvoir le faire. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est que les prémices en fait de ce qu'on va pouvoir voir d'ici 5-10 ans, voire plus. Oui, parce qu'on se doute que l'IA va de toute façon se développer aussi. Il faut se dire qu'en fait, en l'espace d'un mois, il peut y avoir 1000 nouvelles IA qui se lancent, qui se créent, parce que justement, c'est une tendance, mais en fait, c'est une tendance qui existe déjà depuis un moment. Mais c'est depuis peu en fait qu'on voit que le grand public voit émerger tout ça. Et ce qui est important en fait, c'est de se dire que l'IA au final, d'abord, est un outil et qu'il a du chemin à faire, même si ça accélère très vite. Et donc tout le monde peut l'utiliser pour s'aider. Après, c'est comme dans tout, tout est bon, mais pas forcément utile. Tout dépend de la manière dont tu l'utilises. Exactement. Sébastien? Alors pour moi, donc tout ce qui a été dit, je suis d'accord, j'ai dans ce sens-là. Je rajouterai un point particulier, c'est que dans le côté outil de cette IA, il ne faut pas prendre ça comme prétexte pour ne plus savoir faire. Exact. Parce que si on utilise l'IA sans savoir faire, au final, il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont en découler derrière. On arrive à l'exemple de la calculatrice, en fait, finalement. Aujourd'hui, tout le monde a une calculatrice, donc personne ne sait sa table de multiplication. C'est le même exemple? C'est un peu le même exemple. Il y aurait de quoi débattre pendant des heures là-dessus. C'est un sujet très complexe, mais au final, oui, c'est ça. Je suis bien conscient que ça peut faire l'objet d'une autre émission, mais on va déjà terminer celle-là en vous donnant par exemple les sites des différents intervenants qui sont venus sur notre plateau, et on commence par le site de l'upf.pf. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour la licence. Alors on est en milieu d'année, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas intégrer la licence en plein milieu d'année, mais on vous invite à vous renseigner sur Parcoursup en fin d'année si vous êtes un bachelier. La même chose pour le BTS du lycée Diadème, le BTS SIO, service informatique aux organisations, disponible sur lycée 2, chiffre 2, pire.com.
Et pour finir, nous avons l'école Kanea Tahiti et Skuda Tahiti. N'hésitez pas non plus à vous rapprocher d'eux. Pour Kanea, je crois que ça va être sur Parcoursup, peut-être pas cette année puisque c'est la première année. Donc on vous invite à aller directement, à les appeler pour la fin d'année. Et Skuda, il n'y a pas de prérequis. Donc vous pouvez directement les contacter. Merci messieurs d'avoir répondu à toutes ces questions. Marou. Nous, on se retrouve les amis à partir de demain, 17h comme d'habitude. Bonne soirée sur TNTV. 18h, retrouvez à Tahiti. Maururu Itotato Faririra, Trahoma, Parheana.